L'autonomie, elle est vraiment globale. Quand on parle d'autonomie de l'exploitation, il faut qu'elle soit à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'animal et à l'échelle du paysan aussi, puisqu'il faut retrouver de l'autonomie dans sa façon de penser et dans la façon de penser son exploitation et la façon de penser son métier. Et après, ce qui peut vraiment compléter l'ensemble, c'est le jour où on a atteint, j'allais dire, l'autonomie financière, quoi. Rien n'est jamais acquis, c'est au quotidien. D'une année sur l'autre, on apprend des choses. C'est super intéressant parce que c'est super motivant. C'est ce qui permet de redonner de la valeur au métier de paysan. On a repris l'exploitation familiale de mes parents. On a fait 1 an en conventionnel pour avoir du recul parce que je voulais quand même pas me lancer dans le bio du jour au lendemain parce que pour moi le bio c'était tout ou rien. C'était troupeau allaitant, troupeau laitier, les céréales. On ne savait pas trop où on allait, on avait quand même très peu de références à l'époque. 1er septembre 2001, conversion en bio, donc conversion globale, troupeau plus toutes les terres, donc 2 ans, réduit à 2 ans quand c'est global. 1er septembre 2003, on a eu le label bio. On a embauché un salarié au 1er octobre 2007. On a 180 hectares, 135 hectares qui sont toujours en herbe. Et on a grosso modo 45 hectares qui sont, c'est ça, hein, tu fais les calculs, c'est ça, 45 hectares qui sont en céréales, quoi. Entre 50 et 60 vaches à lait pour un quota de 360 000 litres. Mon but, c'est de ne rien acheter, de faire de la viande, de faire du lait, 0 achat. L'autonomie, je l'ai par rapport à mes choix de vente, que ce soit en coopérative, en vente directe, etc. Là, j'ai l'autonomie. Mais au niveau alimentaire, je suis soumise aux productions de mes collègues céréaliers. Mais bon, d'un autre côté, eux sont très heureux d'avoir les éleveurs locaux qui viennent leur prendre leur production. C'est voilà, c'est tout un cycle et la boucle est bouclée. Hein. Allez! « 135 hectares toute herbe, 60 vaches laitières, une dizaine de vaches allaitantes, 25 mères brebis, la vente directe tous les mois, la restauration collective tous les mois et un marché paysan tous les mois. » Et en animaux, on a donc les vaches et toute leur suite, de 0 jusqu'à 3 ans. C'est-à-dire qu'ici, l'hiver, on approche les 250 animaux, quoi. Au total. Tout confondu, quoi. Enfin, tout confondu sans les ovins. Si on remet les ovins, on en remet 20 ans en plus, quoi. Et puis 4 chiens, quoi. On nous a pris pour des précurseurs, mais ils y croyaient pas, quoi. Derrière, on entendait dire, bon, ils feront 2-3 ans, et puis voilà, quoi, ils mettront la clé sous le paillasson. Entre le conventionnel et le bio, il y a encore ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Il y a déjà des personnes qui ont déjà fait un gros pas. Dans le département plutôt des Ardennes, nord des Ardennes, on a ici des collègues qui sont en bio, qui ont fait le pas comme nous, quoi. On a eu des visites, on a eu des réunions et aujourd'hui on a plutôt cherché à voir comment on faisait plutôt que de dire ça n'ira pas, quoi, ça marchera pas. Les agriculteurs bio, ils ont quelque part le sentiment d'appartenir à une famille, quoi. Je pense qu'il y a une dynamique qui s'est installée, il y a une solidarité. Les producteurs de céréales fournissent les éleveurs en essayant d'être raisonnables sur les prix de vente ou même de semer en fonction des besoins des éleveurs. L'agriculture bio, il faut savoir qu'elle ne répond qu'à un équilibre du milieu, hein, à une bonne santé du sol. Donc c'est un sol sain pour faire pousser des végétaux sains pour nourrir une population saine, qu'elle soit animale ou humaine. Moi, le bio, je m'y suis intéressée suite au problème de la vache folle. Tout en étant extensif, quand je me suis rendu compte que les marchands d'aliments donnaient à manger de la viande aux vaches, je dis là, c'est plus possible, quoi. Alors on a converti les prairies et puis après on a converti les animaux. On livre du lait bio depuis 2010. On a 142 hectares, donc sur 142 hectares, on a 136 hectares d'herbe et puis 6 hectares de céréales. Enfin, on a un champ, quoi. Et puis ce champ-là, on le cultive en mélange céréalier. On fait une céréale et puis un protéagineux. Donc on fait un triticale pois ou un seigle pois pour donner aux vaches. C'est le concentré des vaches l'hiver. C'est ce qu'elles mangent, donc ce qu'elles ont en plus du foin, du regain, puis un peu d'enrubané.
Ça, c'est la ration d'hiver. Sinon, l'été, elles sont à l'herbe. Il nous manque 30 tonnes de céréales par an qu'on est obligé d'acheter à l'extérieur. On achète directement aux producteurs de Haute-Marne maintenant, comme il y a eu beaucoup de conversions. Le GAEC exploite 320 hectares, 2 tiers en prairie, 1 tiers en grande culture, 220 bovins en présence à l'année, 60 vaches laitières, 25 vaches allaitantes et toute la suite. Et en porc, produit 300 porcs par an. C'est mes parents qui se sont mis en bio, qui ont commencé le bio en 1968. On a essayé, puis l'année d'après on a fait de plus, et puis après ça on a fait de plus, et puis on a tout fait. Après la guerre de 40, c'est a été l'explosion des produits chimiques en agriculture. Et mon père a été dans les premiers à utiliser ces produits-là. Et il était les premiers à en être malade. Et les animaux avec. Et donc, mes parents ont réfléchi. Et comme solution, aussi bien aux maladies des humains qu'aux maladies des animaux, ils ont trouvé de repasser en agriculture biologique. Ils pensaient tous qu'on allait bouffer la cabane. On ne l'a pas bouffé. On est autonome au niveau fertilisation du fait de la production de fumier, donc on n'achète aucun engrais. Au niveau des semences, c'est principalement en semences fermières. Et au niveau du bétail, en bovin, on est 100% autonome. Et pour les porcs, donc il y a juste le soja qu'on est obligé d'acheter. Depuis maintenant septembre 2004, on a fait le choix de convertir l'ensemble de l'installation expérimentale qui fait 240 hectares à l'agriculture biologique. Et on a conçu dessus 2 systèmes agricoles, donc un système de polyculture élevage et un système herbager. Moi je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on est en système polyculture élevage. Et j'en parlais encore ce matin avec les jeunes. On a un groupe d'étudiants qui travaillent en ce moment sur justement la prévention de ce système polyculture élevage. Attention, on n'est pas dans un système de culture et dans un système d'élevage. On est bien dans la combinaison et dans les interactions entre la culture et l'élevage. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça, c'est hyper aussi important en termes d'apprentissage, puisqu'en fait, justement, on voit qu'à partir du moment où on va vers l'autonomie, ce qui est important, c'est de refaire apparaître et de réapprendre où peuvent se faire les interfaces entre culture et élevage. J'ai commencé avec des brebis en 2003. J'utilise 30 hectares et il y a à peu près 120 bêtes. Donc actuellement, je travaille à mi-temps à côté et pour la bergerie, presque à plein temps. On produit avec une cohérence, il faut commercialiser avec aussi de la cohérence. J'ai 203 hectares, donc à peu près une quarantaine en céréales pour l'autonomie alimentaire. En 2007, il s'est posé la crise du lait, où le prix du lait a baissé. On s'est positionné sur un marché qui était porteur ou demandeur en disant voilà, il faut faire autrement. Pour arriver à s'en sortir. C'est pas par la quantité, c'est par la qualité. C'est pour ça qu'on est passé en bio. On doit adapter vraiment nos variétés à nos sols et à notre climat. Donc ça, c'est le mélange que je suis en train de semer, donc qui est composé d'orge, d'avoine et d'évesse, qui ressemble un peu à des lentilles. Et donc la vesse, c'est une légumineuse. Ça, c'est de la semence de ferme, hein. C'est ma récolte de l'année dernière que j'ai donc triée, nettoyée. Je leur sème tel quel, il n'y a même pas de traitement de semence, hein, puisque de toute façon, il n'y a pas besoin. Ça va pousser comme ça. Un poids bio, une semence à l'hectare, c'est très cher. Une céréale aussi,
Mais il ne faut pas le négliger parce qu'en bio, comme je dis toujours, une fois qu'on a tout raisonné, donc l'été, qu'on a fait nos faux semis, qu'on a raisonné notre assolement, qu'on a fait notre fertilisation avant, donc je laboure tardivement et je sème, et quand j'ai semé, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Donc il faut que je mette toutes mes chances de mon côté avant. On n'a plus de moyens d'intervention, on a très peu de moyens d'intervention en bio sur une culture. Donc le poste semence, mais c'est un poste clé. Une fois que ça a implanté, les dés sont jetés. Avant je désherbais quand même avec la RC Tri, mais là ça fait 4 années qu'elle sort plus, et puis plus ça va, moi je suis motivé pour la sortir. Et puis je pense que je la sortirai plus. Quand on a une variété qu'on connaît, on sait comment elle va réagir. On arrive à la connaître la variété, on en remet une nouvelle, et puis on ne sait pas. On arrive au printemps, on la voit qui au talage, ensuite ça monte et puis comment ça réagit, et puis ça c'est un élément qui me plaît bien, quoi. L'expérimentation en bio, il en faudrait plus. Moi je suis très demandeur, qu'on me mette 10 triticales, 5-8 seigles, des pois, ça serait le rêve, que j'ai ça dans une parcelle en Haute-Marne, sous notre climat. Ça me permettrait d'aller plus vite que moi, parce que moi je peux mettre 2 variétés de pois, 2 variétés de triticales, un seigle, on essaye 1 ou 2 orges, et puis mais bon, ça tourne pas assez vite, on fait qu'une récolte par an. Donc, on aurait ça, mais ça serait... J'attends que ça, moi. Pour simplifier, une vache, elle a besoin de fibres, de matière protéique et d'énergie. Les fibres, c'est le foin, un fourrage pas trop précoce qui nous apporte de la fibre et qui apporte quand même un petit peu d'énergie et un petit peu d'azote, de matière azotée. Pour avoir les 2 autres concentrés, c'est-à-dire l'énergie et l'azote, donc on cultive pour l'énergie, c'est tout ce qui est graminé, donc du triticale, du seigle, de l'avoine, de l'orge. En matière azotée, essentiellement du pois éves. Donc les pois, soit ils sont en pur, donc des pois protéagineux de printemps, ou soit des pois d'automne qui sont cultivés en même temps que le triticale. On fait des mélanges de triticale pois. Que je ne réalise pas sur mon exploitation parce que il ne me semble pas que le triticale soit bien adapté chez moi. Par contre, l'autre mélange qui réussit bien, c'est le mélange de printemps, orge, avoine, éves. Il y a toujours du rendement. Sur 3 années de recul, le plus petit rendement a été de 39 quintaux et le plus important avoisiné les 50. Deux passages de herse lourde. Un coup de rouleau pour resserrer le sol parce que le sol était trop meuble avant le semis, trop soufflé, quoi. Donc j'avais peur d'enterrer trop profondément les graines. Et puis donc j'ai semé ça, donc le mélange orge avoine vesse à raison de 210 kg hectare. Un tiers, Voilà. un tiers, un tiers. Ouais, j'étais plutôt sur du, allez, on va dire 45% orge. On va dire 35-40 avoine en volume. Après en poids c'est peut-être différent parce que l'avoine ça fait toujours du volume, mais en poids c'est différent. Et puis le solde en veste, quoi. Et puis à la fois un mélange équilibré entre de l'orge pour ramener de l'énergie, de l'avoine pour faire ruminer à cause des écosses qui sont avec l'avoine, et puis on ramène encore un peu plus de protéines avec la veste qui se trouve derrière. On arrive quand même à avoir un petit mélange qui fait entre 12 et 14 de protéines, quoi. Donc finalement c'est pas si mal que ça pour des vaches laitières, voire des animaux en général, même en complément des animaux à viande ou choses comme ça. C'est aussi un mélange qui est directement distribué à mes veaux en complément du lait, donc mes jeunes veaux entiers. C'est-à-dire que le grain n'est pas broyé. On verra, là il faut encore... facile, il faut 1 mois là, avant maturité, avant récolte, là, tout est encore, tout est beau vert, c'est facile 1 mois. Bon, puis ça couvre bien, un mélange comme ça couvre bien, donc là il n'y a aucun désherbage, aucune RC Tri non plus, il n'y a rien du tout là. Et puis on a c'est très propre, c'est impeccable ça, quelques faux l'avoine, mais c'est rien ça, c'est rien. Petite coccinelle qui se place dedans.
6 variétés dans la parcelle. Les 2 avoines, avoine noire, avoine blanche, les 2 pois, pois de printemps, donc la vesse, et puis l'orge de printemps. Voilà, un bon petit mélange comme je les aime. On verra bien. On n'en voit pas en conventionnel des mélanges, donc j'avais peut-être encore cette culture-là. J'osais pas, il faut oser. Hein. Bon, j'ai vu que dans les revues, les bio, ça se faisait beaucoup, et puis beaucoup pour la synergie entre le pois et donc apporte de l'azote à la céréale, au triticale. Et puis j'ai essayé, et puis il y a une année j'ai été enchanté, et puis je vais progresser, ça se fait comme ça petit à petit. Bon, le problème du végétal, c'est qu'on implante et puis ça bouffe l'année, entre guillemets. C'est ça le problème, quoi. C'est long, hein, donc il faut toute il me faut encore 20 ans pour être au top là-dessus, quoi. Quand je vois du pur comme ça marche aussi, mais il faut les deux. Donc ça, c'est des sols, c'est nos meilleurs sols, nous. C'est des sols bien sains. Bon, on a des types argileux ici dans la commune, mais là, on a plus de l'argilo-calcaire, qu'on appelle des terres un peu plus rouges. Donc là, je tente plus des cultures comme ça pures. Mettons en face, j'ai fait un mélange triticale-pois parce que c'est des terres beaucoup plus argileuses, beaucoup plus humides. Et puis je sais que j'aurais eu plus de trous en pur. Alors qu'en mélange, ben, il y a toujours une variété à qui ça va plaire plus, quoi. Dans des terres, mais moins bonnes terres, qui sont des terres fortes, des terres argileuses, donc moins bonnes terres parce qu'elles sont plus dures à travailler. Dans mes seigles, j'ai mélangé de la vesse, parce que là, je sais que quand le seigle va partir, le seigle, si des zones un peu où il y a de l'eau, la vesse va venir. Au niveau de l'autonomie d'un système, ça peut être des choses intéressantes de cultiver des mélanges. Si une culture s'efface, l'autre peut prendre la place. Si une culture ne correspond pas à un sol ou des fois un problème de gel. Si on va plus loin que ça, on valorise même mieux l'aspect sol parce que si l'aspect racinaire, notamment quand on change d'espèce, si l'aspect racinaire est différent, on explore des horizons du sol complètement différents et donc les cultures sont vraiment complémentaires à ce niveau-là. Donc là, on se retrouve dans la parcelle d'orge avoine vesse. Donc on avait semé ce printemps. L'effet mélange a encore joué. C'est une année où les légumineuses sont bien développées au printemps et pourtant il n'y en avait pas eu beaucoup de mie dans le mélange des vesses. Et on voit bien qu'elles ont pris le dessus puisque la parcelle est en partie couchée. Et donc c'est ce qui va contribuer aussi à faire du rendement, hein, parce qu'il y a quand même, voilà, hein, quand on commence à prendre une tige de vesse, il y a quand même du monde. Il y a quand même des gousses, hein. Donc ça va contribuer grandement au rendement. Ça contribue aussi à ce que la parcelle reste propre, parce que du coup on a quand même un couvert qui est vraiment étouffant. Donc en dessous, il y a quelques adventices, et puis j'allais même dire, c'est même pas des adventices, parce que moi ce que je vois principalement là, c'est un peu de trèfle blanc qui repousse. Donc c'est vraiment pas gênant du tout. Et il faut choisir les dates de semis, les variétés, mais aussi la rotation. C'est sûr que la rotation joue un rôle énorme. Et l'idéal, dans une rotation, on remet 2 à 3 années d'herbe. Et puis derrière, ça décompacte le sol, ça enrichit le sol en azote. Derrière 2 ou 3 années d'herbe, on remet un triticale, on met une céréale pure, puis ça marche. Théoriquement, j'aurais dû ressemer une prairie temporaire. Et la parcelle reste propre. Je vais avoir un précédent légumineuse assez important par la présence des vesses. Donc je pense que je vais essayer de faire un blé derrière cette culture donc l'année prochaine, et ça va me permettre de voir un petit peu comment on peut jouer sur cet effet rotation et sur ce précédent aussi avoine. Donc orge, avoine et vesse, sachant que l'orge, c'est vrai qu'on ne fait jamais du blé derrière de l'orge, mais là ça ne sera pas trop pénalisant, parce que l'orge là, à cette heure-ci, elle n'est pas trop présente, quoi, hein, et il va y en avoir, peut-être 30% à la récolte, hein, dans le mélange au final, hein. Donc l'effet dépressif de l'orge sur la culture suivante, qui sera le blé, ne sera pas, à mon avis, très très importante. Mais là, j'ai plus de rotation type. Les premières années, j'étais plus pois, donc je mettais un pois, je mettais une céréale pure derrière, et je mettais un mélange céréalier en 3e année.
Donc celle-là, dans mes parcelles les plus saines et les parcelles les plus humides, je fais avec en tête d'assolement, je ne mets pas mes pois, je mets des prairies artificielles. Donc prairies artificielles, c'est moitié de légumineuses et moitié de graminées, là aussi avec tout un mélange. Donc c'était plusieurs années de prairies, et derrière je remettais donc une céréale pure, et après je remettais un mélange. Et plus ça va, plus je m'adapte à l'année. Et comme mes mélanges céréaliers vont de plus en plus, intègrent de plus en plus mes rotations, mes assolements, et je suis de moins en moins strict avec ce que je faisais au début. De moins en moins rigoureux, de moins en moins strict, mais bon, c'est volontaire. Et puis les 2-3 dernières années me donnent raison, je pense. Donc je pense que je vais poursuivre comme ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la protéine. Il me faut absolument de la protéine de temps en temps. Hein. Ça, il n'y a pas. Hein. Protéine, et je ne peux pas en mettre tous les ans. C'est pour ça que le pur, le mélange, sans poids, sans veste est encore nécessaire, parce que je ne peux pas mettre systématiquement du poids dedans, bien que j'alterne entre du poids d'hiver et du poids de printemps, mais après par rapport aux maladies, ça ne va pas aller à long terme, donc je suis obligé de mettre du pur. Mais comme je disais tout à l'heure, dans le pur, je vais quand même travailler le mélange de variétés dans de la céréale pure. Ah, il est implanté, hein. Il a déjà des racines profondes. Hein. Ah, il y a déjà 10 cm de profondeur là, et c'est rempli de racines. C'est vraiment une culture agressive, le seigle. Et en agriculture biologique, je pense que c'est vraiment un bon choix. Il faut prendre du recul évidemment sur plusieurs années. Mais... Mon père, qui a plus de 80 ans, quand je lui ai dit je vais semer du seigle, il m'a dit mais t'es complètement fou. Tu n'arriveras jamais à le récolter, tu n'arriveras jamais à le moissonner, tout sera par terre. C'est pas pire, hein, J'en ai quand même mis 5 hectares l'année dernière. Bon, mais t'es encore plus fou, il m'a dit. Bon, c'est tout, voilà. Bon, ma foi, on verra bien. Puis finalement, ça s'est bien passé. Puis cette année, ça a l'air de bien se passer avec un contexte complètement différent au niveau météorologique. Donc, si ça a passé les 2 années-là, ça devrait passer les autres années aussi, normalement. Hein. Quand on voit un système végétatif aérien aussi développé, je pense qu'au niveau racinaire, en dessous, ça doit travailler aussi. Pour moi, c'est un petit peu comme les arbres. Hein. Vous avez des arbres... les racines, elles descendent de tous les côtés. Dès que vous retirez un arbre, on imagine qu'il y a facilement la même chose en dessous. Donc j'imagine qu'avec une petite culture, on a un petit système racinaire ou un système racinaire amoindri, tandis qu'avec des cultures qui commencent déjà à dépasser le mètre, doivent faire 1,20 m comme ça, je pense qu'il doit y avoir un système racinaire assez puissant derrière. Et le peu de choses qu'on peut retrouver en littérature sur la culture du seigle, c'est qu'effectivement c'est très concurrentiel et très envahissant, voire même avoir un effet nettoyant sur les parcelles. Le seigle a été semé au 5 octobre à raison de 120 kg hectare. Ça, c'est quand même une variété qui est très résistante à l'averse, qui est résistante principalement à toutes les maladies. Au froid, très résistant aussi, et en plus qui peut être valorisé en meunerie. C'est vrai que quand tu es éleveur et que tu as besoin de paille, ça c'est le truc qui est vraiment intéressant, quoi. Parce que quand tu ramènes, même si là ça paraît pas dense, quand tu ramènes à une hauteur normale de blé, ça te fait donc une densité double, quoi. Hein, donc ça fait de la paille. L'année dernière, sur 5 hectares et demi, il y avait quasiment 80 bottes de paille. Donc pas de problème, j'avais pressé 20 hectares de paille chez un conventionnel avant, dans du blé, j'avais pas fait 50 bottes. Donc voilà, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Ça, écoute, l'année dernière, je pensais être embêté et il est resté debout comme ça jusqu'à la culture. Et abattre, ça va? Et abattre, ça a été aussi vraiment bien. Bon, évidemment, avec le volume de paille que tu as passé dans la machine, tu n'avances pas à 10 km/h. Hein. Ça va être étiquette, ça ne se va pas trop bien des fois. Là non, moi je trouve que ça s'est bien battu. Mais bon, moi je serre le batteur à fond, voilà, il faut que ça passe. Hein, j'aime autant aller un peu moins vite. Donc alors, comme je suis toujours un petit peu curieux, ce que j'ai voulu faire cette année, c'est de mélanger de l'avoine avec le seigle. Parce que l'objectif c'était d'avoir un mélange tout fait pour les vaches laitières. Donc là, c'est pour ceux qui veulent venir là.
Il y a de l'avoine, enfin du moins il y a ce qui reste. C'est déjà pas si mal, bah oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure, mon avoine d'hiver elle a complètement gelé. Sauf que dans le seigle, elle n'a pas entièrement gelé. Donc il en reste quand même un peu. Par contre, il me semble que le seigle a un effet sur l'avoine qui doit être un peu dépressif. Et le seigle, à mon avis, ce qui me fait dire que la culture du seigle, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment trop dominant pour mélanger quelque chose avec. Rendement en seigle, l'année dernière, 42 quintaux. J'ai pas plus de recul, donc je peux pas vous dire le reste. Et triticale, ça aurait dépend. Ah, triticale, j'ai jamais fait plus de 35, et c'était plutôt entre 25 et 30. Et je voyais pas trop l'intérêt de remettre du poids, parce que le problème, c'est que je me suis vite aperçu que j'étais en excédent d'azote au niveau des rations. Donc l'intérêt de remettre du poids dans le triticale, j'y voyais pas de trop. En plus, on mettait du poids fourragé, donc du poids à sas, avec plus ou moins de réussite en sortie d'hiver, suivant le gel ou suivant l'année. Oui, il y a des situations, je pense que ça peut bien passer. Moi, j'y voyais plus trop d'intérêt. Donc là, normalement, je repars avec une culture de printemps l'année prochaine, par contre, dans cette parcelle. Si tout va bien, se met en direct, quoi, avec un couvert intermédiaire, se met en direct. Quoi. Pourquoi pas de la févrole en interculture. En interculture, bah là, du coup, ça pourrait. C'est parce que comme j'ai plus la févrole dans ma rotation, effectivement, à cette heure-ci, je pourrais me servir de la févrole en interculture. Ça serait peut-être quelque chose d'intéressant. Moi, j'aurais été plus partant pour... je pense à un mélange moutarde, de la facélie et puis un trèfle d'Alexandrie ou quelque chose comme ça. Des plantes vraiment différentes de ce qu'on peut retrouver sur la ferme. C'est sûr, ça a un coût, mais bon, en même temps, il y a que... à la destruction, savoir quand il gèle. Si jamais Ces couverts-là, tu veux dire? Si on n'a pas d'hiver, la facélie, tu peux la retrouver dans l'orge. Oui, mais attention, il y a broyeur et charrue. Non mais la destruction, la voilà moi. Je pars du principe là, quoi. Tu comptes pas sur le gel? Je compte pas trop sur le gel, quoi. Donc tout ce qui va être en printemps, souvent il y a une charrue. Ah, c'est pas souvent. C'est tout le temps. C'est tout le temps, il y a la charrue. Mais charrue, voilà, on l'a dit, c'est vraiment quelque chose de superficiel. Pour alors, le voilà. couvert, voilà. Et pour vraiment recouvrir le couvert et puis essayer d'amplifier un peu le gel au niveau des racines qui peuvent rester à nu, tout ça. Quoi. Et broyer avant de toute façon. Et la parcelle, voilà, si elle se salit, ça va être uniquement à partir de maintenant. Bon, il y a un petit peu de gaillet, mais voilà, quoi, du gaillet comme ça, pour moi, c'est pas du gaillet qui est vraiment concurrentiel. Bon, il faudra faire attention les autres années parce qu'il y a quand même quelques graines après, quoi, mais c'est pas... Le gaillet, ils arrivent à se maîtriser avec les différentes façons, avec les passages, les différents passages. À mon avis, le gaillet, il faut surtout faire attention aux excédents d'azote, je pense. C'est vrai que pour maintenir une parcelle propre après la première culture, je pense que c'est quand même... c'est un compromis qui est pas mal. Quoi. Il ne doit rien dépasser, il y a un petit seigle aujourd'hui. Ah bah non, c'est sûr que là on n'ira pas arracher s'il y a des rumex dedans. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas, de toute façon vous pouvez me croire, hein, il n'y en a pas. Mais il y en a peut-être, hein, mais vous ne le verrez pas de toute façon. Mais il n'y en a pas. Non. Il n'y en a pas. Et là si tu as des chardons qui fleurissent, à mon avis ils ne dépenseront pas le seigle non plus, hein, donc il n'y a pas de problème là. Donc finalement en bio on est malin, hein. On fait pas on n'a pas des parcelles propres, on fait juste des cultures qui sont encore plus extravagantes que les vivaces, donc voilà, c'est tout. L'autonomie en paille avec des systèmes de litière comme nous les avons, donc litière accumulée sur le système de polyculture élevage, ça place la barre de contrainte assez haut puisqu'on a besoin d'aux alentours de 140 tonnes de paille chaque année pour passer l'hiver. Et du coup ça impose avec, comme on a 110 hectares de rotation culturale, ça nous impose d'avoir au minimum 60 hectares de céréales chaque année, quoi.
Donc c'est quelque chose qui peut peser lourd, puisque ce qu'on a décidé, c'est de surtout jamais transiger à cette autonomie en paille. Et donc ça nous est arrivé une année de devoir diminuer les effectifs animaux pendant l'hiver, parce qu'on n'avait pas assez de paille pour assurer une litière correcte. Le seul engrais disponible sur l'exploitation, c'est mes effluents d'élevage. Tous mes fumiers issus des stabulations paillées et aussi le fumier de raclage des vaches laitières. Pour pouvoir ensuite composter tous ces effluents. En passant la composteuse, on aère le tas et le fait de l'aérer, on part dans une fermentation aérobie avec une élévation importante de la température, donc on risque de monter à 70 degrés. Du coup, on a un produit qui se trouve assaini d'un point de vue bactériologique et puis assainir aussi au niveau des graines et principalement des adventices qui peuvent être encore contenus dans le fumier. 40 jours après le premier passage, on doit commencer à retrouver une odeur d'humification, de transformation en humus, un peu une odeur de sous-bois, de moisissure, de champignons. Ça n'a plus cette connotation de matière, gênante aussi pour l'environnement, voire les habitations quand on est à proximité d'un village ou autre. Un pilier essentiel du fonctionnement à la fois de mes sols et de la fertilisation de mes parcelles. Nous, on produit 2500 tonnes de fumier par an. Donc les 2500 tonnes suffisent quasiment pour faire fonctionner le processus. Donc on est en bois sèche avec comme des silos des gros silos à maïs sur lesquels on met une bâche étanche. Donc le méthane se dégage du fumier. Et donc au niveau écologique, ça évite que le fumier dégage le méthane directement dans l'atmosphère. Et dans un premier temps, on aura un module de cogénération qui produira de l'énergie électrique, l'équivalent de 80 maisons, et de l'énergie thermique, l'équivalent d'une quarantaine de maisons. Donc l'énergie électrique sera vendue à EDF. Et l'énergie thermique, on a le projet pour l'année prochaine de créer une serre maraîchère chauffée et d'installer 1 ou 2 personnes pour faire des légumes bio, notamment des primeurs légèrement décalés par rapport à la saison normale, et peut-être aussi des plants bio. Et donc ça irait bien avec la ferme qu'on fait déjà de la vente directe. Il y aurait une partie de ces légumes-là qui pourraient être vendus en même temps que la viande. Et le reste de l'énergie serait utilisé pour sécher le fourrage l'été. Donc on augmenterait encore la température de l'air et chauffer les maisons des exploitants l'hiver. On est sur une parcelle de prairie temporaire, c'est un mélange de luzerne, trèfle violet, dactyle et fétuque. Le fait de mélanger graminées et légumineuses, on a quelque chose qui est intéressant pour les animaux et intéressant aussi pour le sol. Toute la richesse du fourrage, à 70%, va se trouver dans les feuilles, quoi, hein. C'est pas intéressant de récolter uniquement de la tige comme ça. Et comme on peut le voir, on est encore en pleine croissance, on n'est pas en phase de maturité, donc on a encore des tiges qui sont pleines d'eau. Et ça va être très très difficile à sécher pour faire du foin. Moi je suis parti sur un compromis, l'enrubané c'est pas parfait, on utilise du plastique, il faut quand même garantir de la qualité et puis sauver la récolte, quoi. Donc là en étant au 23-24 mai, je pense que normalement début juillet on devrait arriver à faire une deuxième coupe. Et après, suivant les conditions météo, on pourra refaire encore une coupe ou 2 coupes. Il y a à peu près 2 à 3 ans d'implantation de la prairie temporaire et après seulement 3 à 4 ans de culture de céréales qui viennent derrière. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec une parcelle généralement propre après avoir exploité une prairie temporaire. Pourquoi ? Parce que la prairie temporaire, quand c'est développé, c'est très concurrentiel par rapport aux adventices et le fait de faucher 3 ou 4 fois dans l'année, on nettoie énormément la parcelle dans le temps. Ce qui est intéressant de voir,
c'est des vieilles tiges comme ça qui ont été coupées et qui, d'un point de vue racinaire, voilà, sont vraiment à tanne, quoi. Et l'intérêt, justement, c'est de laisser ces tiges-là qui vont se dessécher, qui vont subir le gel, qui vont subir des infiltrations d'eau dans la gaine, et ça risque de descendre dans les racines et donc de détruire le système racinaire, quoi. Donc voilà, c'est une autre façon, à travers la succession de fauches, de prairies qu'on peut avoir, c'est une autre façon de contrôler les chardons, en plus de, par exemple, prendre des outils du sol pour essayer de les déraciner. Voilà, quand on est dans des cultures de céréales annuelles, quoi. Donc, et c'est là qu'intervient la prairie temporaire, quoi. C'est pas seulement une ressource fourragère pour l'exploitation, mais c'est aussi, j'allais dire, un outil de désherbage, quoi. Cet outil-là, en fait, ça a été un outil qu'on a acheté depuis la conversion, donc qui s'appelle l'Ecodyn, qui a été en fait créé par un agriculteur biologique allemand, qui s'appelle Manfred Wenz. Et en fait, c'est un outil qui est assez intéressant au niveau de nos systèmes de culture parce qu'il est assez polyvalent. Alors là, il est en intervention qu'on appelle scalper le sol. Alors scalper, c'est avec des pattes de 33 de large comme ça, avec l'ensemble des 11 dents qui sont présentes sur l'outil. Ça, c'est un travail qu'on fait souvent plutôt aux alentours de 8 cm de profondeur. Et là, l'idée, c'est de couper l'ensemble des adventices et de les mélanger un petit peu également. Alors là, il n'y a pas les boucliers mélangeurs dessus, mais là, c'est de couper les adventices pour justement essayer de les faire sécher ensuite avec le soleil. Donc on peut mettre des pattes moins larges dessus pour travailler un tout petit peu plus profond, en fonction si on a des problèmes de structure. On peut également incliner les dents de manière différente. Et puis ici, on a la possibilité de mettre des gros boucliers mélangeurs qui permettent de mélanger l'ensemble de la matière lorsque l'on a envie de faire un mulch. Pour qu'une prairie temporaire soit détruite, il faut qu'on arrive à couper l'ensemble de la prairie temporaire de manière assez superficielle et à faire en sorte que le mulch que l'on a créé lorsqu'on en a coupé soit dans des conditions séchantes et ait eu le temps de sécher avant le labour, quoi. Donc quand on a dit ça, on a dit exactement ce que l'on cherchait à avoir. Par contre, on ne dit pas le nombre d'interventions parce que ça va dépendre des conditions météorologiques. Parce que si on est dans un été un peu pluvieux, ça va être très compliqué de faire sécher. Puis ça va dépendre aussi, si on est dans un été trop sec, on va avoir beaucoup de mal à enfoncer les outils dans le sol et du coup à bien casser les gazons. Donc ça va dépendre. Parfois on arrive avec un seul coup de cover crop et puis après un petit coup d'Ecodyn et un labour à détruire une prairie. Parfois il va falloir faire 2 passages de cover crop. Donc ça nous est même arrivé de faire un essai sans labour en termes de destruction de prairie. Donc vous voyez, c'est très différent d'une fois sur l'autre et d'une parcelle à l'autre, parce qu'on a des sols très argileux et parce que toutes les années climatiques ne sont pas les mêmes, quoi. La légumineuse, c'est la plante qui est capable de capter de l'azote et aussi d'en fournir au sol par la suite. Il n'y a pas un gramme d'engrais azoté qui est acheté et qui rentre sur la ferme, quoi. Il y a uniquement cet aspect légumineuse qui entre dans la rotation comme fourniture d'azote pour le sol et les cultures qui arrivent, mais aussi pour l'alimentation des vaches laitières. Aucun aliment type soja qui rentre sur l'exploitation. L'autonomie, elle est là aussi. J'ai plutôt un déficit en énergie au niveau de mes rations. Je suis toujours excédentaire, donc au niveau de mes rations vaches laitières notamment, en azote. Parce que justement, j'ai cette fourniture de légumineuses qui est là, j'ai des fourrages récoltés assez précocement et notamment avec l'enrubané qui me permettent d'avoir ça. Un autre point aussi favorable de la prairie temporaire, d'un point de vue coût d'implantation, une fois que c'est implanté pour minimum 2, 3, voire 4 ans dans certains cas. Ça couvre le sol, ça protège le sol, ça contribue à la filtration de l'eau qui va couler à travers les nappes. On est vraiment dans un système efficace, autonomie, économie et en plus environnemental, déjà par le fait de cette implantation qui reste dans le temps, donc protection des nappes d'eau, ça c'est garanti. Et ensuite, il ne faut pas oublier l'aspect biodiversité. Quand vous avez de la luzerne, il faut la laisser fleurir au moins une fois dans l'année. Et souvent, je la laisse fleurir en été, soit à la 2e ou à la 3e coupe. C'est la moisson partout, donc il n'y a plus trop de fleurs, il y a dans la nature et tout. Et moi, j'arrive avec des parcelles qui sont fleuries, je me retrouve avec plein d'insectes dedans.
On essaye d'être le plus autonome possible. Je n'ai pas d'ensilage d'herbe ni de maïs. Le foin reste une priorité, un fourrage essentiel dans la ration. Les animaux qui dépassent 1 an jusqu'à 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, le foin arrive à 80-90% de la ration. Là, souvent au porc, je leur ajoute un peu de foin en vrac le matin, ça leur fait des fibres. Depuis 86, on a choisi de faire du séchoir en grange, comme on en trouve beaucoup dans les zones de montagne. Alors pourquoi ce choix? On a fait ce choix, c'était pour respecter ou augmenter la qualité de l'herbe par rapport au foin séché en grosses bottes. Ça permet de récolter l'herbe beaucoup plus tôt. Et donc d'augmenter la valeur nutritionnelle de l'herbe. On rentre l'herbe quand elle n'est pas encore tout à fait sèche pour presser. On la rentre avec une autochargeuse et on la met sur un système de clé. Et dessous, on a de l'air qui est réchauffé avec les parois du bâtiment. Et en plus, c'est bien plus sain et bien plus facile de nourrir les animaux avec du foin sec que de l'ensilage. Lorsque l'on passe à un système plus herbagé, les stocks durant l'hiver, c'est ensilage d'herbe ou foin. Et puis finalement, quelle est la diversité possible au niveau des foins? Ça n'a rien à voir au niveau de la couleur et ça n'a rien à voir au niveau de la fibrosité. Donc en fait, ici, vous êtes sur un foin du haut du bois, un foin de luzerne avec un foin extrêmement fibreux. Là, la luzerne était bien avancée. Donc c'est un foin de la justice. Puis ça, c'est un foin du haut du bois, donc c'est un foin de prairie temporaire, beaucoup moins fibreux, donc qui auront des utilisations très différentes, quoi. Les veaux, on a des besoins en termes de foin de luzerne dactyle qui sont très spécifiques. C'est plutôt des foins de deuxième coupe. C'est plutôt des foins où il y a plus de luzerne que de dactyle. Et puis des foins où on a Pourquoi une deuxième coupe? Parce que ça permet d'avoir une luzerne avec pas trop de branches et beaucoup de feuilles. Donc une luzerne qui est facilement, les veaux ingèrent bien et qui ne les mettent pas en situation de troubles métaboliques. Alors que, et on voit aussi qu'on va favoriser plutôt les foins de prairie temporaire et les foins de luzerne dactyle aussi pour les vaches laitières en lactation. Parce que là, on est sur des foins où justement on apporte bien une bonne quantité d'azote et d'énergie aux vaches. Et du coup, qui vont bien favoriser la production laitière. Ce qu'on donne là, c'est des deuxièmes coupes de foin, ce qu'on appelle du regain. Donc avec souvent, là il n'y en a pas tellement, mais souvent on a beaucoup de trèfles. On a des terres où il y a quand même, en prairie naturelle, on a pas mal de trèfles dedans. Donc le trèfle nous emmène pas mal d'azote. Donc le pois que je cultive, les vesses, le regain, ça c'est la partie azote. Et puis pour que tout ça marche, il faut des fibres. Donc on apporte un foin relativement fibreux, donc un foin qui n'est pas fait au 15 mai, qui est plutôt du début juin. L'idéal, c'est un foin du 10 juin. Donc on apporte tout ça. On le sent, hein, si les vaches, si ça tourne bien, si ça bouge bien, et puis on sent une vache qui tourne bien. Si on n'apporte pas assez d'azote, la ration n'est pas assez équilibrée. Comme moi, je produis tout et je ne veux rien acheter. Je fais mon stock de foin, mon stock de regain, mon stock d'énergie, donc mes céréales, mon stock d'azote avec mes pois. Je vois ce que j'ai sur une année et puis je divise avec le nombre de jours. Donc quand on fait des bonnes récoltes, on peut se permettre, et puis ça arrive, c'est souvent que je produis plus, donc là j'équilibre ma ration mieux. Et si on a une mauvaise année, mauvaise récolte en céréales, ou en foin ou en regain, je fais avec ce que j'ai. On est toujours à la recherche d'un équilibre entre les besoins du troupeau, les besoins de la rotation, ce que peut permettre le milieu, le sol dans lequel on se trouve, les parcelles. Et il faut essayer de composer avec tout ça, quoi. Et quand on veut rentrer dans un système autonome, on est obligé de prendre tout ça en considération. Parce que du coup, on n'a rien pour essayer de gommer tout ça avec un petit peu d'engrais ou un peu de chimie et puis de dire, voilà, on va faire pousser quand même, quoi. Ici, c'est le domaine de l'herbe, donc on le valorise. Un peu plus au sud, nos collègues valorisent très bien leurs céréales dans de bonnes conditions, avec le sol propice. S'il fallait avoir de la culture supplémentaire, ça serait au détriment du foin. Donc il faudrait
on aurait c'est sûr un peu de céréales, mais on n'aurait pas assez de foin. Donc il faudrait acheter du foin. Donc ça reviendrait au même, autant se cantonner. Ou augmenter en superficie. Ou augmenter en superficie. Mais ça, pour l'instant, augmenter en superficie, après, ça demande de la main-d'œuvre supplémentaire. Et puis, il faudrait déjà qu'il y en ait, qu'il y ait du terrain qui se libère. Un petit peu comme la viande en caissette qu'on fait, qui est du producteur au consommateur directement. Là, c'est pareil, c'est du producteur de céréales. Les aliments arrivent directement à la ferme. On a une alimentation à base de maïs, d'avoine, d'orge et de blé. Donc là, ce mélange de base sert pour les jeunes veaux et en même temps pour les vaches laitières en alimentation de base pour compléter le foin. Un aliment que pour les vaches laitières qui sert à augmenter la production de lait. C'est du triticale avec des pois. Donc là, on est à peu près dans une proportion de 50% orge avoine vesse et 50% seigle. Et donc voilà, c'est distribué aux vaches laitières à raison de 3,5 kg par vache, c'est-à-dire qu'en gros sur l'année, une vache va consommer environ 1 tonne 100, 1 tonne 200 de concentré pour sa lactation. On va aller chercher chez un producteur bio dans Lyon et ils restent entre 4 mois et demi et 5 mois. Ils arrivent à 20 kg et ils repartent à 120, 130 kg. Toute la ferme en 100% paille. C'est quand même plus confortable pour les animaux et de plus le fumier est un produit beaucoup plus stable. Le principal problème du porc au niveau de l'alimentation, c'est qu'il lui faut au minimum entre 10 et 15% de soja pour avoir les bonnes acides aminés et qui grossissent assez vite. Et malheureusement, le soja, on ne peut pas le produire au nord de la Loire. Souvent, le soja, ça vient plutôt d'Italie. Alors, on peut remplacer le soja ou une partie du soja par différentes matières. Donc, il y a notamment les levures. L'autre alternative, à mon avis la plus cohérente, mais qui n'est pas toujours facile à mettre en place, pour les porcs, c'est de trouver du lactosérum ou du petit lait. Ce qu'on appelle agroforesterie, c'est une technique qui est très très ancienne, qui a toujours été utilisée, c'est-à-dire de combiner des cultures au sol avec des cultures d'arbres ou d'arbustes. Le plus courant dans nos régions de l'Est, c'est les prés vergers, sous lesquels les vaches ou les moutons pâturaient, alors qu'au-dessus on avait des arbres fruitiers comme les mirabelliers, coetiers, pommiers, etc. C'est ça l'intérêt principal, quoi. Enfin, pour moi, en tant qu'éleveur de moutons, de leur apporter des sels minéraux, de leur apporter des tanins à travers les branches feuillues, de leur permettre dans des milieux comme ça de se nourrir aussi en faisant leur propre menu, quoi, en combinant les herbes qu'elles veulent et puis des branches feuillues. D'ailleurs, on voit bien, il y a des périodes, elles mangent plus de feuilles, d'autres moins. C'est pas un animal qui ne mange que des branches d'arbres. On ne pourrait pas les nourrir qu'avec des branches d'arbres s'il n'y avait plus du tout d'herbe. C'est vraiment un complément qu'elles apprécient, ça dépend des types d'arbres aussi. Le frêne, par exemple, au niveau botanique, il est considéré comme un fourrage. Enfin, c'est vraiment un arbre qui de tout temps a été utilisé pour ses vertus à ce niveau-là, quoi. Donc ça veut dire que des frênes, elles pourraient en manger, on pourrait presque les nourrir qu'avec ça ne poserait pas trop de problème. Il y a d'autres arbres qui sont intéressants aussi, c'est les robiniers, l'acacia. Parce que lui, c'est une légumineuse et il va apporter des protéines. Cet hiver, les agnelles qui étaient ici sur le terrain, en fait, elles fouillaient dans les feuilles. Je me disais, tiens, qu'est-ce qu'elles cherchent? En fait, elles étaient en train de manger les faines de hêtre. Elles cherchaient les faines de hêtre pour les manger. Donc, c'est de la nourriture. Je veux dire, nous aussi, on se nourrit comme ça. Après tout, on mange énormément de céréales. C'est une grosse partie de notre nourriture. Et c'est de la nourriture qui est riche, quoi. Ça apporte des protéines, ça apporte de l'énergie.
Alors les chênes eux-mêmes sont bien consommés aussi, les feuilles sont mangées facilement. Par contre les glands, il faut vraiment que ça soit en petite quantité parce qu'ils contiennent trop de tanins et si les brebis en mangeaient beaucoup, ça pourrait même les faire crever, quoi. Là les brebis sont parties il y a 5 jours maintenant et donc on voit qu'elles ont mangé tous les rejets, toutes les pousses. Elles vont même plus loin puisqu'elles mangent même les jeunes branches qui sont là. En fait c'est des parties qui sont encore relativement tendres et donc ça elles les mangent aussi. Les branches d'alisier sont très facilement consommées par les brebis et les fruits à terme, qui ressemblent à des toutes petites pommes, quand elles tombent au sol, sont consommés aussi de la même façon. On va voir tout à l'heure quand les brebis vont se jeter dessus. Allez, et on mange tout, hein. Mon raisonnement au départ, ça a été de me dire finalement les animaux sauvages, comment ils procèdent pendant l'été et l'automne. Tous, même les carnivores comme les renards et tout ça, ils se gavent de fruits. L'herbe, les fruits, les feuilles, voilà, c'est à peu près ce qu'il leur faut une partie de l'année. Le cornouiller mâle, donc avec ces petites cerises rouges, quand on coupe ces branches-là, les feuilles sont mangées, les fruits aussi. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect du fruit lui-même qui est mangé, mais bon, il est un petit peu acide. Par contre, le noyau, on les entend bien qu'ils le croquent parce que le noyau il contient de l'huile. Donc là, c'est aussi très nourrissant. Voilà, puis là, donc, on a la viande lantane, avec des feuilles un peu dufteuses comme ça, qui est pareil, très très consommée. Là-dessus, les bêtes se jettent dessus, elles les épluchent systématiquement, quoi, quand elles peuvent les accéder. Là, les feuilles qui restent, elles sont hors de portée, mais les parties basses ont été mangées systématiquement, quoi. Ça c'est l'autre, c'est la viorne-aubier, avec une feuille qui ressemble plus à une feuille découpée, quoi, qui est souvent perforée par les insectes et qui fait des petits fruits rouges. Donc là on a tout un ensemble. Là, on a le cornouiller, le troène, les deux viornes, même du chêne là, voilà. Et du hêtre. Par contre à l'automne les feuilles sont un peu plus coriaces, donc là elles les mangent mais en petite quantité. C'est petit à petit, il ne faut pas leur en mettre trop à la fois, sinon les branches vont sécher et puis elles ne seront pas consommées. Donc le noisetier c'est pareil, donc les noisettes c'est évidemment très nourrissant, c'est gras, donc c'est intéressant au niveau alimentation. Et le feuillage lui-même est mangé aussi volontiers. L'aubépine, dont les feuilles sont consommées tant que ça pique pas trop, et les fruits sont recherchés aussi à l'automne, parce qu'ils sont très nourrissants, un peu farineux, avec un ou deux petits noyaux à l'intérieur. Donc là, le prunelier, les branches sont très épineuses, donc les bêtes ne mangent que ce qu'elles peuvent atteindre facilement. Les cynorhodons ou gratte-cul, ça c'est plein de vitamine C, il y a des graines dedans, c'est vraiment très nourrissant. Là, on a des poiriers, ceux-là sont très vieux, c'est du poirier, de poirier sauvage. Les poires sont très dures et elles tournent, comme beaucoup de poires, elles blétissent par le cœur, quoi. Alors là, les moutons en raffolent, ils mangent ça avant les pommes, c'est très juteux. Les années où ça produit bien, c'est plusieurs centaines de kilos de fruits entre les deux arbres-là qui vont tomber dans le parc ou à l'extérieur que moi je remets dedans. Et là, les bêtes, il y en a certaines, elles stationnent à proximité, elles attendent que ça tombe, quoi, très clairement. Pour les jeunes bêtes qui vont passer l'hiver dehors, les agnelles de renouvellement, moi souvent ce que je leur donne à manger c'est du lierre aussi, parce qu'en hiver ça va être la seule nourriture verte qui va rester. Et le lierre a aussi l'intérêt d'avoir des propriétés au niveau des poumons, quoi. Donc avec l'hiver, le froid, etc. Opération en bergerie. En gros ça représente 3 mois avec donc foin et céréales. Donc, on a de l'avoine, il y a de l'orge, il y a du blé qui a été mélangé à de la vesse. Et il y a des févroles, donc avec un apport de protéines suffisant, puisque là les brebis sont pleines, elles ne vont pas tarder à mettre bas. Il faut qu'elles aient plus de nourriture parce que les agneaux prenant de la place dans la panse, elles ne peuvent plus manger autant de foin qu'elles le voudraient. J'ai une vache, elle a 13 ans, nous ça fait 10 veaux. Et puis elle est toujours là, vous pouvez la voir, elle est dans le troupeau, c'est patience.
bon c'est de la doyenne, et je vous dis, puis elle est toujours vaillante et tout. Elle est à son niveau justement, on ne lui demande pas plus qu'elle ne peut produire. Alors que dans le conventionnel, bien souvent dans les grands troupeaux qui sont à 10 000 litres de lait au niveau des tables, on les épuise les vaches. C'est sûr qu'elles ne peuvent pas faire 10 lactations. Hein. Déjà on voit sur l'état corporel, hein, elles sont dans un état, ou alors c'est des vaches qu'il faut tout le temps nourrir, et puis c'est là aussi, au bout d'un moment, la vache elle ne peut plus absorber plus qu'elle ne peut digérer, donc c'est ce qui amène les problèmes. Hein. La première chose qu'on apprend quand on passe en bio, c'est la prévention. Il faut toujours agir avant que la vache ne tombe malade. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une bonne hygiène au niveau du logement, de l'alimentation. Et c'est surtout l'alimentation en fait qui fait, parce que c'est comme en santé humaine, hein, c'est d'abord l'alimentation qui conditionne le bon fonctionnement de l'organisme. Dans une prairie, une vache elle arrivera toujours, justement si elle a des petits problèmes digestifs, elle saura trouver la plante qui lui convient pour remettre tout ça en état, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est renforcer l'immunité naturelle de l'animal. C'est l'animal qui doit se soigner tout seul, qui doit résister d'abord aux agressions par lui-même. Par exemple, pour le parasitisme, on ne détruit pas le parasite, mais on fait en sorte que le terrain soit défavorable au parasite. Il va moins se reproduire, donc l'animal en aura toujours un petit peu, mais ce ne sera pas nocif pour elle. C'est-à-dire qu'elle va apprendre à vivre avec son parasite. Alors qu'en conventionnel, on détruit le parasite et donc quand il revient, il faut à nouveau retraiter. L'animal ne sait plus se défendre. Avant, on ne se posait pas de questions. Une bête malade, on la piquait. Un coup de pénicilline, on ne savait pas trop ce qu'elle avait. On piquait la bête, on s'en fichait. Elle avait de la température, on piquait. Un coup de pénicilline, la température baissait. Et puis, c'était ultra simple. Mais je ne pouvais plus continuer comme ça. Aujourd'hui, traiter, soigner des bêtes, on a eu recours à l'homéopathie. J'ai dit on va arrêter le chimique, parce que ce soit chimique en animal ou chimique en végétal, c'est pareil. Il faut arrêter ça. Et quand on voit qu'on arrive à soigner une bête en homéopathie sans délai d'attente, sans résidus, et qu'on y arrive, on n'y arrive pas toujours. Donc on a recours au chimique quand on n'y arrive pas. Mais systématiquement, avant on traitait en chimique, alors que maintenant c'est fini. Systématiquement, on traite en homéopathie et puis ça marche 3/4 du temps, 3/4 et demi du temps. Donc c'est hyper bien. Souvent les pattes sont un peu le reflet de la santé de la vache. Le parage, je le fais effectuer une fois par an. Les vaches pâturent 6 mois de l'année. Et donc il faut absolument qu'elles aient des bonnes pattes pour se déplacer. Une vache qui boite de toute façon souffre. Et c'est derrière une perte de lait forcément pour une vache laitière. En bio, on a beaucoup intérêt à faire de préventif, quoi. C'est-à-dire prévoir, anticiper toujours ce qui peut se passer. Une vache, elle est énormément sensible de ces points de vue-là, c'est-à-dire les mamelles, les pattes et puis le transit intestinal. Au niveau de l'hygiène de traite, systématiquement, je tire les premiers jets. C'est-à-dire qu'avant de brancher l'animal, déjà à la main, je vois si le lait est sain. Donc au moindre doute, dès que je vois la moindre mèche, la moindre anomalie dans le lait, tout de suite, j'utilise des huiles essentielles. Déjà, et en principe, ça suffit. Déjà, en massant avec des huiles essentielles, si c'est pris dès le début, moi maintenant, pratiquement toutes les mammites, je les stocke comme ça. Finalement, on a moins de frais vétérinaires. Le vétérinaire, on ne le voit pratiquement plus. Quand on était en conventionnel, on avait beaucoup de fièvre vitulaire. Donc, c'est-à-dire c'est des vaches, après un vélage, elles ne se relèvent plus parce qu'elles ont une chute du taux de calcium dans le sang. Des fois, l'issue est fatale. Depuis qu'on est en bio, les fièvres vitulaires ont complètement disparu. Avant, en conventionnel, on donnait du lait en poudre. Depuis qu'on donne du lait entier de vache, les problèmes sur les veaux ont disparu. Alors qu'avant, les problèmes de diarrhée, problèmes de pneumonie, des veaux qui toussaient, et ça, on ne connaît plus. Les premiers jours, ils ont le lait de leur mère. Puis au bout de 3-4 jours, ils ont du lait, pas forcément de leur mère à eux, quoi. Bon. C'est vrai que les premiers jours, de toute façon, ils ont le colostrum. Et on leur donne le lait de la traite. Ce qui fait du boulot, je trouve. Parce que la difficulté, c'est l'hiver. Faut pas qu'ils refroidissent. Parce que s'ils refroidissent, après, tu as des risques de diarrhée. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Donc l'hiver, c'est vraiment la course. Cet hiver, on en avait énormément. Là, c'était rempli, donc il y en avait 20. Il fallait une personne qui traite, une personne qui s'occupe des veaux. Parce que c'était vraiment, vraiment la course, quoi.
Bon, puis alors, toi, t'as pas l'air décidé à boire. Hein. Alors, tu finis? Oh, ben c'est pas mal. Donc, c'est vrai que d'un côté, c'est un avantage. D'un côté, c'est quand même du boulot. Parce que quand tu as du lait en poudre, bah, ça, tu peux le donner quand tu veux, finalement, dans la journée. Alors que nous, on est obligé de le donner au moment de la traite, et j'allais dire, dans l'urgence, pour pas qu'il refroidisse. Enfin, l'hiver, c'est le problème, quoi. Bon, alors, c'est fini? T'en veux plus? Ouais, c'est pas mal. Hein. Allez. Puis c'est vrai que les grands commencent à manger un peu de foin comme ça pour s'amuser. Mais ils ont du lait longtemps. Hein. Les veaux, je les emmène à 5 mois, des fois 6 mois. Pendant 6 mois, ils ont du lait. Donc à la fin, ils n'ont plus qu'un litre le matin, un litre le soir. Bien. Quand on s'est reconverti en 2001 en bio, on n'avait aucune demande de produits à l'époque. Hein. On ne voulait pas de nos produits. Les années 98-99, on voulait du bio. Quand on a commencé notre conversion, plus personne n'en voulait. Mais j'ai dit, je m'en fiche, moi, je veux produire comme ça. Donc on a produit en bio. On n'avait aucune valorisation bio derrière. Mais on s'en sortait quand même, puisqu'on produisait extensivement, donc très peu de charges. La marge était là, on arrive à vivre comme les autres. Hein. Celui qui produit un blé à 90 quintaux de l'hectare a énormément de charges pour y arriver, donc il va faire du produit. Donc produit moins charge, il arrive à en vivre, mais nous on arrive à en vivre tout aussi bien, il n'y a aucun souci. Donc on arrive à vivre comme les autres. Je suis heureux de produire comme ça, quand je vois un triticale qui a rien eu dedans. Donc c'est une gestion à long terme avec la rotation. Bon, il y a des apports de matière organique qu'on a sur l'exploitation. Quand on arrive à produire une céréale comme ça en ne rien mettant dedans, c'est une certaine fierté. C'est quand même beau quoi, par rapport au consommateur. Manger un steak haché bio, c'est quand même le gros débouché de la réforme laitière. Manger un steak haché bio, il n'y a quand même pas par rapport à un steak haché conventionnel où des laitières ont eu 5-8 traitements dans l'année, et puis sur une carrière, je ne sais combien de traitements. Elles sont réformées parce qu'ils n'ont pas réussi à les soigner, bien qu'il y ait des délais d'attente, ok. Mais bon, moi je pouvais plus. Hein. Non, on ne reviendrait pas en arrière. Et on voit bien qu'en 12 ans de temps, le bio s'est développé partout. Les filières, à l'heure actuelle, les filières quand même au niveau des bio, ça se structure, que ça soit en lait ou en viande. Le travail qui a été fait depuis 10 ans, et sur les filières, quelles qu'elles soient, il a été fait par les éleveurs eux-mêmes, par les producteurs eux-mêmes, que ce soit n'importe quelle filière. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très peu dans le conventionnel. On doit être impliqué dans la commercialisation. Et la reconnaissance d'un éleveur bio, c'est quand même de vendre sa production en bio. On a créé l'association MBCA, Manger Bio en Champagne-Ardenne. Donc on livre les collectivités en denrées bio, c'est-à-dire les lycées, les collèges, les cuisines centrales, les comités d'entreprise, les mairies. On est une association de producteurs, donc moi par exemple je vais livrer mes steaks hachés. J'ai d'autres collègues qui livrent les pommes de terre, les pommes, les yaourts, les poulets, etc. Alors la vente directe, c'est venu petit à petit. On s'est demandé mais où part notre viande? Pourquoi vendre notre viande et puis aller la racheter dans les supermarchés? C'était une façon. Ça a démarré par la famille et puis de bouche à oreille, ça a passé de la famille aux amis, puis des amis aux autres amis, puis des voisins, puis enfin voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Donc on a commencé par 2 bêtes par an. 2, 3, et puis bon, ça a plu. Et puis le marché est arrivé là-dessus. Marché paysan en plus, et là à l'heure actuelle, on est à. L'année dernière, on était à 15 gros bovins, tous les moutons, tout ce qui est ovin et 5-6 veaux. On peut partager. Ouais. C'est pas beau là? Ouais, les deux bio ensemble. Et plus beau. Génial. Ensemble. Là, c'est la famille bio là. Voilà. On a démarré uniquement sur la vente directe avec le marché de Charleville, le marché paysan de Ranvé, et après on a commencé à démarcher quelques magasins et s'est mis en place la restauration collective où on a adhéré à l'association Manger Bio en Champagne-Ardenne, et depuis donc l'atelier occupe 4 salariés. Si aujourd'hui l'exploitation produit entre 550 et 600 000 litres de lait
qui va se décomposer entre l'alimentation des veaux, le quota laiterie plus le quota vente directe sur une globalité de près de 600 000 litres de lait. On va dire qu'on transforme aujourd'hui 162 000 litres de lait. Donc on est resté uniquement sur le produit frais. On a le yaourt nature, on a 6 yaourts aromatisés, 5 yaourts aux fruits, la crème fraîche, le beurre, le fromage frais battu, fromage frais faisselle et le lait pasteurisé. Je pense que filière longue ou filière courte ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Il faut que la production et la commercialisation soient deux engrenages qui marchent ensemble. Les filières vraiment courtes, comme on pourrait avoir avec MBCA pour livrer les cantines scolaires et ainsi de suite, il y a certains circuits qui ont besoin de certains morceaux. Ils ne peuvent pas avoir besoin de tout. Donc mettre en relation les deux systèmes, c'est pouvoir essayer d'équilibrer justement la vente, parce qu'une vache quand elle est morte, c'est tout entière, hein. Il faut en faire quelque chose assez rapidement. C'est pas à dire on garde l'arrière ou on garde l'avant, hein. C'est mort. Donc les filières de restauration collective partent plus sur du steak haché, sur des morceaux de deuxième catégorie. Donc les premières catégories, il faut pouvoir en faire quelque chose. Pour fournir régulièrement une filière, il faut être plusieurs. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la Champagne-Ardenne, on a créé en 2012 une association d'éleveurs qui s'appelle BBCA. Le principal, c'est surtout l'esprit d'équipe qui nous anime, les gens qui ont l'esprit d'équipe de partager, de vouloir faire tourner une filière en mettant tout en œuvre, en disant il y a des problèmes à tel niveau. Je me rappelle, moi, tout au début qu'on est passé en bio, enfin qu'on a commercialisé avec les bio, il manquait des bêtes au mois de mars, avril, mai. Il manquait des bêtes à cette époque-là. À force d'insister, de dire aux gens, il nous manque des bêtes là, essayez de décaler et ainsi de suite, on a décalé des bêtes. Aujourd'hui, on a de la bête toute l'année. Au niveau de la commercialisation du lait, il faut voir avec les vos différents collecteurs, des éleveurs, pour voir si effectivement ils sont prêts à collecter et à valoriser le lait en bio. Donc là, c'est la laiterie qui est venue me démarcher. Ils nous ont versé 30 centimes pendant la période de reconversion. Et là, sur la région Franche-Comté, il s'organise un regroupement des producteurs de lait bio, justement pour avoir un même prix ou un prix voisin par entreprise qui collecte le lait bio. Donc sur l'année 2012, on devrait tourner entre 4,15 et 4,20 de prix de moyenne à l'année sur les secteurs confondus. Et si on regarde sur le paysage derrière nous, donc on va trouver un maïs bio. Là où il y a les Runeballers, c'est également des hectares en reconversion. Il y a quelques parcelles à nous qui sont en bio également. On a toute la partie des vaches laitières ici, donc au bord de la rivière qui est en bio. Et je pense qu'aujourd'hui, la démonstration de l'impact de l'agriculture bio sur la qualité de l'eau, sur la pollution du milieu ou autre, elle est réelle. Les chasseurs aujourd'hui reconnaissent une recrudescence des compagnies de perdreaux. Dans quelques années, le faisan va se remettre en place. Des lièvres, il y en a de plus en plus également. On ne va pas dire que chaque surface en agriculture bio devient un point d'acupuncture sur l'environnement, mais je pense que ça y ressemble quand même. On est paysan, on produit du lait, on produit de la viande, on produit des céréales, on produit des légumes, on produit des fruits, donc on est capable de nourrir nos voisins, notre pays, mais indirectement, et quoi qu'en pensent les collègues qui sont autour de moi, je veux dire, on est aussi des producteurs d'eau, on est des producteurs de qualité d'eau. Et comme cette eau ne nous appartient pas en tant que paysans, l'eau c'est un bien commun à toute notre société et à toute notre civilisation. Il me semble que pour moi, la moindre des choses, c'est essayer de la rendre dans l'état dans lequel on l'a reçue sur nos parcelles. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui,
On parle toujours d'environnement au niveau de l'agriculture et des choses comme ça, mais bon, il faut vraiment prendre conscience que l'environnement fait partie intégrante de nos systèmes agricoles et que cet environnement, et donc à travers l'environnement on entend bien sûr qualité, on va dire préservation des ressources et donc de l'eau, de l'air, des sols, et ça il faut en avoir énormément conscience et il faut savoir aujourd'hui que de toute façon on est des producteurs de ces qualités d'eau, de ces qualités d'air et des qualités de sol qui peuvent en découler derrière avec la fertilité qu'il peut y avoir.